Bienvenue dans cette exploration des ombres les plus profondes de l'histoire de Lyon. Je vous invite à partager dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et quelles sensations ce récit éveille en vous pendant que vous l'écoutez. Il est important de documenter comment ces narrations résonnent à travers le temps et l'espace, atteignant des esprits curieux dans différents coins du monde. L'année était 1889 et la ville de Lyon connaissait une période de transformation remarquable. La révolution industrielle battait son plein dans la capitale des Gaules et les quartiers de la Croix-Rousse résonnaient jour et nuit du bruit des métiers à tisser. Les soieries lyonnaises étaient reconnues dans le monde entier et la bourgeoisie industrielle prospérait dans les beaux quartiers qui s'étendaient vers l'ouest de la presqu'île. Parmi ces familles fortunées se trouvaient les Dubois, une lignée de maîtres soyers établie depuis 3 générations dans le commerce de la soie. La demeure des Dubois se dressait majestueusement dans le 6e arrondissement, rue de la République, une imposante bâtisse de 4 étages, construite dans le style haussmannien qui faisait alors fureur. Édouard Dubois, patriarche de 47 ans, avait hérité de son père non seulement une fortune considérable, mais également un sens aigu des affaires qui lui avaient permis d'étendre l'empire familial bien au-delà des frontières françaises. Ses soies se vendaient jusqu'à Saint-Pétersbourg et New York, et sa signature était respectée dans tous les comptoirs commerciaux d'Europe. L'hôtel particulier des Dubois était une merveille d'architecture où se mêlaient le raffinement français et les influences orientales que le commerce de la soie avait apportées. Les façades de pierre blonde étaient ornées de balcons en fer forgé ouvragé, et l'intérieur révélait des salons tendus de soie chatoyante, des bibliothèques aux boiseries sculptées, et un grand escalier de marbre qui montait en spirale jusqu'au dernier étage. Les jardins à la française s'étendaient sur plus d'1 hectare derrière la demeure, agrémentés de bassins, de tonnelles et d'un pavillon d'été où la famille prenait le thé lors des beaux jours. La famille Dubois se composait d'Édouard, de son épouse Marguerite âgée de 44 ans, femme cultivée qui tenait salon et recevait les personnalités artistiques et littéraires de Lyon, de leur fils aîné Alphonse, 29 ans, qui dirigeait les comptoirs commerciaux de la maison, et de leur fille Célestine, 26 ans, mariée au banquier lyonnais Jules Morel. Il y avait également Lucien, le Benjamin de 21 ans, étudiant en droit à la faculté de Lyon, jeune homme brillant qui montrait une passion particulière pour l'archéologie et les civilisations anciennes. Le 15 septembre 1889, Maître Bonnefoy, notaire de la famille et administrateur de plusieurs biens des Dubois, se rendit rue de la République pour une affaire concernant la succession d'un oncle décédé à Marseille. Ce qu'il découvrit ce matin-là, dans la brume automnale qui enveloppait Lyon, allait devenir l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire de la ville. L'hôtel particulier était plongé dans un silence inhabituel qui contrastait avec l'animation habituelle de cette demeure où se succédaient domestiques, visiteurs et livreurs. Maître Bonnefoy sonna plusieurs fois à la porte principale sans obtenir de réponse. Le portier habituel, François Lemaire, n'était pas à son poste dans la loge, et les volets du rez-de-chaussée étaient inhabituellement fermés pour cette heure de la journée. Le notaire fit le tour de la propriété et découvrit Pierre Moreau, le jardinier de la famille, assis sur un banc près des serres, le regard perdu vers les collines de Fourvière. Lorsqu'il s'enquit de la famille Dubois, Pierre répondit d'une voix étrangement détachée: « Ils sont partis dans la nuit, maître, tous ensemble. Mais le 4e étage, il faut pas y monter maintenant. Il faut pas déranger ce qui dort là-haut. » Cette réponse énigmatique troubla profondément le notaire, d'autant que le 4e étage de l'hôtel Dubois abritait traditionnellement les chambres des domestiques et les appartements privés de Lucien,
qui avait insisté pour s'installer plus près du ciel, comme il disait en plaisantant. Maître Bonnefoy nota l'absence de la famille dans ses registres et repartit, mais les paroles du jardinier continuèrent de le hanter dans les jours qui suivirent. 3 jours plus tard, quand Édouard Dubois ne se présenta pas à la réunion hebdomadaire de la Chambre de commerce de Lyon, ses associés commencèrent à s'inquiéter sérieusement. Un groupe dirigé par Auguste Beaumont, négociant en soierie et ami de longue date de la famille, décida de se rendre rue de la République pour s'assurer que tout allait bien. Ce qu'ils découvrirent ne fit qu'approfondir le mystère déjà épais qui entourait la disparition des Dubois. L'hôtel particulier était dans un état de conservation parfait, comme si ses habitants venaient de sortir pour une promenade et s'apprêtaient à revenir d'un moment à l'autre. Dans la salle à manger, la table était dressée pour le petit déjeuner, avec des services en porcelaine de Sèvres soigneusement disposés, et des viennoiseries qui, bien que racises, témoignaient d'une vie interrompue récemment. Le bureau d'Édouard présentait tous les signes d'une activité normale. Correspondances commerciales étalées, encriers ouverts, plumes posées négligemment comme si son propriétaire avait été appelé ailleurs pour quelques instants seulement. Ce fut Auguste Beaumont qui remarqua la première anomalie véritablement inquiétante. L'escalier de marbre, qui menait traditionnellement au 4e étage, était barricadé à mi-chemin par ce qui semblait être un mur de briques fraîchement construit, encore humide de mortier. Cette construction était si récente que l'odeur de la chaux imprégnait encore l'air du 3e palier. Plus troublante encore, ce mur n'avait aucune cohérence architecturale avec le reste de l'édifice. Il était manifestement l'œuvre de quelqu'un qui avait travaillé dans l'urgence sans souci d'esthétique ni de technique. L'enquête officielle fut diligentée par le commissaire Henri Dumont, un homme méthodique qui avait fait ses preuves dans plusieurs affaires criminelles à Lyon. Pendant 2 semaines, il interrogea tous les domestiques, les fournisseurs, les associés commerciaux et les voisins des Dubois. Ce qui émergea de ces témoignages peignait le portrait d'une famille qui, dans les semaines précédant sa disparition, avait manifesté des comportements de plus en plus étranges et inquiétants. Marie Leclerc, la cuisinière des Dubois depuis 15 ans, fournit le témoignage le plus détaillé et le plus troublant. Selon elle, les changements avaient commencé vers le début du mois d'août, lorsque Lucien était rentré d'un voyage archéologique dans les Alpes où il étudiait des sites mégalithiques près de Chambéry. « Monsieur Lucien n'était plus le même », expliqua-t-elle au commissaire. « Avant, c'était un jeune homme joyeux qui plaisantait avec nous tous. Après ce voyage, il était devenu silencieux, toujours à regarder les murs, comme s'il voyait des choses que nous ne voyions pas. » Marie raconta que Lucien avait commencé à passer des nuits entières dans sa chambre du 4e étage, et qu'elle entendait parfois des bruits étranges, des grattements dans les murs, des chuchotements en langue qu'elle ne reconnaissait pas, et parfois des rires qui ne ressemblaient pas à ceux du jeune homme. Madame Marguerite était de plus en plus inquiète, continua-t-elle. Elle demandait souvent au docteur Bertrand de venir examiner son fils, mais M. Lucien refusait catégoriquement de le recevoir. Le témoignage de François Lemaire, le portier, apporta des détails encore plus inquiétants. Il avait remarqué que Lucien sortait souvent la nuit, revenant à l'aube avec ses vêtements couverts de terre et parfois de taches sombres qu'il préférait ne pas identifier. « Une nuit de la fin août, raconta François, je l'ai vu rentrer avec quelque chose dans les bras, enveloppé dans une toile. Ça avait à peu près la taille d'un enfant, mais la forme était bizarre, trop longue, trop mince. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a souri d'une façon qui m'a glacé le sang et il m'a dit « C'est un ami de très longue date, François. Il va rester avec nous maintenant. » Les voisins de la rue de la République confirmèrent ces observations troublantes.
Madame Roussel, qui habitait l'hôtel particulier voisin, avait signalé à plusieurs reprises des lumières étranges au 4e étage de la demeure du Bois. Des lueurs bleutées qui dansaient derrière les fenêtres à des heures tardives, accompagnées parfois de sons qu'elle décrivait comme des litanies dans une langue ancienne, quelque chose qui ressemblait au latin mais en plus primitif. Le docteur Bertrand, médecin de famille des Dubois, révéla lors de son interrogatoire que Marguerite l'avait contacté à plusieurs reprises en septembre, exprimant ses inquiétudes croissantes concernant l'état mental de Lucien. Elle me parlait de changements physiques inexplicables chez son fils, expliqua le médecin. Sa voix était devenue plus grave. Ses yeux semblaient parfois changer de couleur selon la lumière, et elle avait remarqué des marques étranges sur ses bras et son torse, comme des scarifications rituelles qu'il se serait faites lui-même. Les derniers témoins à avoir vu la famille furent les employés de la banque Morel, où Jules, le mari de Célestine, travaillait. Le 13 septembre, soit 2 jours avant la découverte de la disparition, toute la famille Dubois s'était présentée ensemble pour effectuer des opérations bancaires inhabituelles. Ils avaient retiré une somme considérable en espèces et fait modifier leur testament dans des conditions que les employés avaient trouvées pour le moins singulières. Ils semblaient tous terrifiés, témoigna le directeur de l'agence, Monsieur Girard. Monsieur Édouard tremblait en signant les documents, et Madame Marguerite ne cessait de regarder par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être suivie. Le plus troublant était le jeune Lucien. Il souriait constamment, mais ses yeux étaient complètement froids, inexpressifs, et il n'arrêtait pas de murmurer des choses que nous ne comprenions pas. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange d'être observé dans votre propre maison? Cette histoire vous rappelle-t-elle des expériences personnelles troublantes? Partagez vos impressions, car votre participation enrichit notre communauté et nous permet de mieux comprendre comment ces mystères résonnent dans vos vies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits mystérieux. Chaque abonnement nous encourage à explorer davantage les recoins sombres de l'histoire. L'investigation prit une tournure dramatique lorsque le commissaire Dumont décida d'examiner de plus près le mystérieux mur qui barrait l'accès au 4e étage. Accompagné de 2 maçons expérimentés et du docteur Bertrand, qui servait d'expert médical au cas où il découvrirait des restes humains, il ordonna la démolition partielle de la construction. Ce qui se révéla derrière cette barrière de fortune allait bouleverser à jamais sa conception de la réalité. L'escalier continuait effectivement vers le 4e étage, mais l'atmosphère changeait radicalement une fois le mur franchi. L'air devenait épais, presque palpable, chargé d'une odeur indéfinissable qui mélangeait l'encens, la terre humide et quelque chose de plus primitif que le docteur identifia plus tard comme l'odeur de la mort ancienne. Les murs de cette partie de l'hôtel particulier étaient couverts de symboles gravés directement dans la pierre, des motifs qui ne correspondaient à aucune tradition décorative connue en France ou même en Europe. Le 4e étage avait été entièrement transformé. Les cloisons qui délimitaient traditionnellement les chambres de domestiques et l'appartement de Lucien avaient été abattues pour créer un vaste espace circulaire. Au centre de cette pièce se dressait ce que le commissaire décrivit dans son rapport comme un autel de pierre noire d'origine indéterminée, gravé de motifs qui semblaient bouger à la lueur des chandelles. Autour de cet autel, le parquet avait été arraché pour révéler la terre battue dans laquelle étaient tracés des cercles concentriques remplis d'une substance sombre que l'analyse révélerait plus tard être un mélange de sang humain et animal.
Les murs de cette salle improvisée étaient tapissés de livres et de manuscrits dans des langues que les experts de l'Université de Lyon ne parvinrent pas à identifier immédiatement. Certains volumes semblaient extrêmement anciens, reliés dans un cuir dont la texture suggérait qu'ils ne provenaient pas d'animaux domestiques connus. Dans un coin de la pièce, une collection d'objets archéologiques était disposée avec un soin méticuleux. Fragments de poterie ornés de symboles similaires à ceux gravés dans les murs, bijoux en métaux verdâtres qui résistaient à toute tentative d'identification et ce que le rapport officiel décrit prudemment comme restes organiques de nature indéterminée conservés dans des bocaux de verre. Mais la découverte la plus troublante était un journal tenu par Lucien lui-même, rédigé dans un français de plus en plus erratique à mesure que les entrées se rapprochaient de la date de disparition. Les premières pages, datées du retour de son voyage archéologique, décrivaient des découvertes fascinantes dans les Alpes. J'ai trouvé aujourd'hui, près de Chambéry, les restes d'un temple antérieur à l'occupation romaine. Les symboles gravés sur les pierres correspondent exactement à ceux que j'ai étudiés dans les manuscrits de la bibliothèque universitaire. Cette civilisation n'a jamais été répertoriée par les historiens modernes, comme si elle avait été délibérément effacée de la mémoire humaine. Les entrées suivantes révélaient une obsession croissante pour ce qu'il appelait les anciens. Ils n'ont jamais vraiment disparu, ils attendent simplement le bon moment pour revenir. Les cercles de pierre ne sont pas des monuments commémoratifs, comme le croient les archéologues, ce sont des portes, et certaines de ces portes peuvent encore s'ouvrir pour celui qui connaît les bonnes formules, les bons sacrifices. Au fil des pages, l'écriture de Lucien devenait de plus en plus difficile à déchiffrer, mélange de français, de latin et de symboles incompréhensibles. Une entrée du début septembre était particulièrement inquiétante. Il m'a parlé cette nuit. Il était là, dans ma chambre, grand comme un homme, mais avec des proportions qui ne sont pas humaines. Ses membres sont trop longs, ses articulations plient dans des directions impossibles, et ses yeux sont des puits de connaissances anciennes. Il m'a dit qu'il attendait depuis des siècles qu'un mortel ouvre la voie. Je suis l'élu. Je suis celui qui ramènera les anciens dans ce monde. Les dernières entrées du journal étaient à peine lisibles. La famille commence à comprendre ce qui arrive. Ils ont peur, mais ils ne peuvent pas m'arrêter maintenant. Le rituel est presque complet. Encore 3 nuits et la porte sera permanente. Mon corps n'est plus vraiment le mien. Je le sens qui grandit à l'intérieur de moi, qui apprend à utiliser mes muscles, mes os. Bientôt, il n'aura plus besoin de se cacher, et quand il sera pleinement éveillé, les autres suivront. L'entrée finale, datée du 14 septembre, soit la veille de la découverte de la disparition, ne contenait que quelques lignes écrites dans une écriture qui ne ressemblait plus du tout à celle de Lucien. Ils ont essayé de m'emprisonner ici. Ils ont cru que des briques et du mortier pourraient contenir ce qui vient de l'au-delà du temps. Pauvres humains. Ils ne comprennent pas que les murs ne sont des obstacles que pour ceux qui respectent les lois de la physique. Nous partons maintenant vers un lieu plus approprié à nos desseins. L'enquête officielle fut classée sans suite après 6 mois d'investigation infructueuse. Le commissaire Dumont, dont le rapport final fut partiellement censuré par les autorités préfectorales, avait conclu à la disparition volontaire de la famille sans pouvoir expliquer les circonstances particulièrement troublantes de cette fuite. L'hôtel particulier de la rue de la République fut mis sous séquestre, puis vendu aux enchères en 1891 à un prix très inférieur à sa valeur réelle, car les rumeurs sur les événements mystérieux avaient dissuadé la plupart des acquéreurs potentiels.
Le nouveau propriétaire, M. Armand Bouvier, industriel textile récemment arrivé de Rouen, n'était pas superstitieux et comptait bien profiter de cette opportunité immobilière exceptionnelle. Il entreprit immédiatement des travaux de rénovation pour effacer les traces de l'occupation précédente, mais se heurta rapidement à des difficultés inexplicables. Les ouvriers qu'il employait au 4e étage tombaient régulièrement malades, se plaignant de migraines violentes, de nausées et d'hallucinations. Plusieurs d'entre eux démissionnèrent après avoir affirmé entendre des voix dans les murs et voir des ombres se déplacer dans leur vision périphérique. Monsieur Bouvier attribua d'abord ces incidents à l'imagination fertile de ses employés, mais il dut réviser son jugement lorsqu'il passa lui-même une nuit dans la demeure pour surveiller l'avancement des travaux. Dans une lettre adressée à son frère à Rouen, conservée dans les archives familiales, il décrivit cette expérience. « Cher Henri, ce qui s'est passé cette nuit dépasse tout ce que mon esprit rationnel peut accepter. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par des bruits provenant du 4e étage, alors que nous avions condamné l'accès depuis le début des travaux. Ce n'étaient pas des bruits de souris ou d'oiseaux, mais quelque chose de plus lourd, de plus organisé. Des pas, mais avec un rythme étrange, comme si la créature qui les produisait avait plus de 2 jambes. » Bouvier continua sa description. « J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis monté avec une lampe. L'escalier que nous avions nettoyé la veille était couvert d'une fine pellicule de poussière qui portait des traces qui ne ressemblaient à aucune empreinte humaine ou animale que je connaisse, trop longues, avec des marques de griffes là où devraient être les orteils. Et l'odeur, cette odeur indescriptible de terre mouillée mélangée à quelque chose de putride qui me soulevait le cœur. Les travaux furent abandonnés et M. Bouvier quitta précipitamment Lyon, laissant la propriété aux mains d'un gérant qui se contenta de l'entretenir à distance. Pendant près de 10 ans, l'hôtel particulier resta inoccupé, développant une réputation sinistre qui dissuadait même les plus audacieux des locataires potentiels. Les habitants du quartier rapportaient régulièrement des phénomènes étranges, lumières inexpliquées dans les fenêtres du 4e étage, sons nocturnes qui semblaient provenir des profondeurs de la bâtisse et surtout l'apparition périodique d'une silhouette anormalement grande qui se profilait derrière les rideaux des fenêtres supérieures. En 1899, un événement vint relancer l'intérêt pour le mystère des Dubois. Le professeur Émile Morand, spécialiste en anthropologie à l'Université de Lyon et passionné d'occultisme, obtint l'autorisation d'étudier les objets et documents laissés dans l'ancien sanctuaire du 4e étage. Ces recherches, financées par la Société lyonnaise d'études archéologiques, avaient pour but d'identifier l'origine des symboles et des artefacts découverts lors de l'enquête policière. Le professeur Morand passa 3 mois à analyser les manuscrits de Lucien et les objets mystérieux. Dans ses notes personnelles, retrouvées après sa mort, il établit des connexions troublantes entre les découvertes lyonnaises et des cultes préhistoriques européens. Les symboles gravés dans l'hôtel Dubois correspondent précisément à des motifs retrouvés sur des sites mégalithiques à travers toute l'Europe, de Stonehenge au dolmen breton, en passant par les cercles de pierre scandinaves. Cette correspondance ne peut pas être le fruit du hasard. Il semble que Lucien Dubois ait eu accès à des connaissances archéologiques que la science moderne ne possède pas encore. Plus inquiétant encore, Morand découvrit que les objets métalliques trouvés dans le sanctuaire étaient composés d'alliages inconnus qui résistaient à toutes les tentatives d'analyse chimique de l'époque. Ces métaux ne figurent dans aucune classification scientifique, écrivit-il.
Leur composition semble défier les lois connues de la métallurgie et leur datation est impossible à établir avec nos méthodes actuelles. Il est comme si ces objets provenaient d'une technologie qui nous est totalement étrangère. Les recherches du professeur Morand prirent fin brutalement en décembre 1899, quand il fut retrouvé mort dans son bureau de l'université. La cause officielle fut une crise cardiaque, mais les circonstances de sa mort soulevèrent des questions que les autorités préférèrent ne pas approfondir. Son assistant, qui découvrit le corps, rapporta que le professeur était assis à sa table de travail, les yeux grands ouverts fixés sur le plafond, avec une expression de terreur absolue figée sur le visage. Plus troublant encore, ses notes de recherche des dernières semaines avaient disparu et les objets étudiés n'ont jamais été retrouvés. L'histoire de l'hôtel particulier des Dubois aurait pu se terminer là, enterrée sous le poids du temps et de l'oubli, si ce n'était pour une série d'événements qui se produisirent pendant la Première Guerre mondiale. En 1917, face à la pénurie de logements causée par l'afflux de réfugiés des zones de combat, les autorités lyonnaises décidèrent de réquisitionner toutes les propriétés abandonnées pour les transformer en logements temporaires. L'ancien hôtel Dubois fut assigné à un groupe de familles belges fuyant l'invasion allemande. Ce qui arriva à ces réfugiés allait relancer de façon spectaculaire l'intérêt pour le mystère vieux de près de 30 ans. Dans les rapports de police de l'époque, conservés aux archives municipales de Lyon, on trouve le témoignage glaçant de Père Antoine Mercier, prêtre réfugié qui accompagnait les familles belges. Dès notre arrivée, raconta-t-il, nous avons ressenti une oppression inexplicable dans cette demeure. L'air lui-même semblait chargé d'une malédiction ancienne. Les enfants refusaient de jouer dans les étages supérieurs et se réveillaient toutes les nuits en hurlant qu'il y avait le grand monsieur tout tordu dans leur chambre. Père Mercier continua. Au bout d'une semaine, les phénomènes se sont intensifiés. Nous entendions des pas au 4e étage, alors que nous avions vérifié à plusieurs reprises que cet étage était vide et condamné. Des objets disparaissaient, puis réapparaissaient dans des endroits impossibles. Et surtout, il y avait cette sensation constante d'être observé par quelque chose qui n'était pas de ce monde. Le témoignage le plus troublant vint de Marie-Claire Rousseau, une fillette belge de 8 ans qui dessina spontanément ce qu'elle prétendait voir dans les couloirs de la maison. Ces dessins, conservés dans le dossier de police, montrent une créature humanoïde aux proportions impossibles, bras démesurément longs, jambes qui se plient dans des angles non naturels, et un visage qui n'est qu'à peine humain, dominé par des yeux immenses et vides. Au bas de l'un de ces dessins, elle avait écrit en français approximatif « Lui dit, il veut rentrer chez lui, mais il a perdu la clé ». Les familles belges ne restèrent que 2 semaines avant de demander leur transfert dans un autre logement. Leur départ précipité coïncida avec un incident que Père Mercier décrivit comme « la nuit où l'enfer s'est ouvert sous nos pieds ». Le 23 octobre 1917, vers minuit, tous les occupants de l'hôtel particulier furent réveillés par un bruit assourdissant qui semblait venir des fondations mêmes de la bâtisse. C'était comme si quelque chose de gigantesque frappait contre les murs depuis l'intérieur, expliqua le prêtre. Les coups étaient si violents que tout l'édifice tremblait, et il y avait cette voix inhumaine qui résonnait dans toute la maison, parlant dans une langue que je n'avais jamais entendue, mais qui glaçait le sang rien qu'à l'écouter. Après le départ des réfugiés belges, l'hôtel Dubois fut définitivement condamné par les autorités municipales. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En 1923, la ville de Lyon décida de démolir la bâtisse pour construire un immeuble moderne d'habitation sociale.
Les travaux de démolition révélèrent une dernière surprise qui allait définitivement inscrire le mystère Dubois dans les annales de l'inexpliqué lyonnais. Sous les fondations de l'hôtel particulier, les ouvriers découvrirent une crypte naturelle creusée dans le roc, qui ne figurait sur aucun plan architectural connu. Cette cavité souterraine, d'une superficie d'environ 50 mètres carrés, contenait les restes de ce qui semblait être un ancien temple. Les murs de pierre brute étaient gravés des mêmes symboles mystérieux trouvés au 4e étage, mais en plus grand nombre, et avec une précision qui suggérait l'œuvre d'artisans extrêmement habiles. Au centre de cette crypte se dressait un autel circulaire taillé dans une pierre noire d'origine indéterminée, identique à celui découvert dans l'ancien sanctuaire de Lucien. Mais la découverte la plus stupéfiante fut celle de 6 squelettes disposés en cercle autour de l'autel, dans une position qui suggérait qu'ils étaient morts en se tenant par la main. L'examen médico-légal révéla qu'il s'agissait de 3 hommes, 2 femmes et un individu dont l'âge et même le sexe étaient impossibles à déterminer avec certitude. Ce 6e squelette présentait des anomalies anatomiques que les spécialistes de l'époque ne purent expliquer. Sa taille dépassait 2 mètres, mais surtout, ses proportions ne correspondaient à aucune norme humaine connue. Les os des bras et des jambes étaient anormalement longs, les articulations présentaient des configurations inhabituelles, et le crâne avait une forme qui, selon le rapport médical, évoquait davantage une espèce inconnue qu'une simple déformation pathologique. Cette découverte aurait dû faire sensation dans les milieux scientifiques européens, mais curieusement, elle fut rapidement étouffée. Les autorités préfectorales classèrent l'affaire sous le sceau du secret et les squelettes furent discrètement transférés dans les réserves du Muséum de Lyon où ils disparurent définitivement lors d'un incendie accidentel en 1934. Aujourd'hui, seules quelques photographies floues témoignent encore de cette découverte extraordinaire. L'immeuble moderne, construit sur l'emplacement de l'ancien hôtel Dubois, existe toujours. Les habitants actuels, pour la plupart ignorants de l'histoire de leur lieu de résidence, continuent pourtant à rapporter des phénomènes étranges. Bruits inexpliqués dans les murs, pannes électriques récurrentes sans cause technique, et surtout cette sensation persistante d'être observé par quelque chose qui n'appartient pas à notre monde. Le mystère de la famille Dubois, après plus d'1 siècle, continue de hanter les rues de Lyon, rappelant que certains secrets sont trop anciens et trop terrifiants pour être jamais complètement enterrés. Mes amis, nous arrivons au terme de cette exploration dans les méandres les plus sombres de l'histoire lyonnaise. Si cette histoire vous a captivé autant qu'elle nous passionne à la rechercher et à la raconter, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté grandissante d'explorateurs de mystères en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces récits extraordinaires qui sommeillent dans les archives poussiéreuses de nos villes. Mais surtout, j'aimerais connaître vos propres expériences. Dans les commentaires, partagez avec nous vos histoires personnelles de phénomènes inexpliqués, vos rencontres avec l'étrange, vos découvertes troublantes dans l'histoire de votre propre région. Ensemble, nous tissons une toile de témoignages qui enrichit notre compréhension de ces mystères qui nous entourent. Dites-nous aussi ce que cette histoire de la famille Dubois vous a appris sur les limites de notre réalité et comment elle résonne avec vos propres interrogations sur l'inexpliqué. Votre voix compte dans notre quête commune de vérité au-delà des apparences.